Je m'appelle Armin Kalenka. Je suis médecin-chef du service anesthésie et soins intensifs à l'hôpital de Bergstrasse, rattaché à l'hôpital universitaire d'Heidelberg. Notre site comporte 310 lits et notre unité de soins intensifs interdisciplinaires dispose de 13 lits. Avant de vous présenter la mise en application pratique de notre réponse thérapeutique en matière de ventilation protectrice des poumons, je tiens à vous expliquer brièvement quelques points de théorie. Que signifie pour nous la respiration artificielle avec protection des poumons? On sait depuis de nombreuses années qu'une respiration artificielle invasive peut sauver des vies, mais qu'elle peut aussi malheureusement causer des dommages. C'est pourquoi nous utilisons le concept de stress and strain pour essayer de déterminer pour chaque patient le niveau optimal de pression et de volume permettant d'assurer un échange gazeux sans exposer les poumons du patient à une pression ou un volume trop élevé. Comment une respiration artificielle invasive peut-elle entraîner des troubles pulmonaires que l'on sait aujourd'hui acquis sous ventilateur? Si la pression et le volume courant insufflé sont trop faibles, cela peut provoquer des atelectasies, une hypoxémie ou un trouble de la décarboxylation. En revanche, si la pression et le volume courant sont trop élevés, cela peut engendrer un traumatisme, ce que l'on désigne sous le nom de pneumopathie acquise sous ventilation. Au début, les pneumopathies acquises sous ventilation n'ont été signalées que chez des patients souffrant de défaillance respiratoire aiguë, mais aujourd'hui, un grand nombre d'études montrent clairement qu'elles peuvent également toucher des patients aux poumons sains ne souffrant pas de troubles respiratoires aigus. C'est pourquoi nous mettons en place pour tous nos patients sous respiration artificielle invasive une ventilation protectrice des poumons. Eine lungenprotektive Ventilation auf einer individualisierten Basis um. Afin d'administrer à nos patients un traitement optimal, nous appliquons lors de la ventilation artificielle protectrice des poumons un algorithme de traitement individualisé. Cela représente une grande différence par rapport à une thérapie plus simple basée selon un protocole commun. Ce réglage individuel du volume courant et de la pipe nous permet de configurer le respirateur artificiel en fonction des besoins spécifiques du patient. Nous pouvons distinguer 3 éléments principaux dans le concept de ventilation protectrice du poumon. Premièrement, une manœuvre de recrutement précoce. Deuxièmement, le titrage individualisé du volume courant. Et troisièmement, un réglage individuel du niveau de la pipe. Permettez-moi de vous expliquer ces 3 aspects essentiels de notre concept de protection pulmonaire. Dans les 3 premiers jours de la respiration artificielle, nous effectuons tout d'abord sur tous nos patients une manœuvre de recrutement modéré, permettant d'ouvrir les régions pulmonaires auparavant fermées par l'atelectasie. Nous estimons ainsi la taille du poumon de bébé selon le modèle de Baby Lung développé par le professeur Gattinoni. Cela nous permet de déterminer le volume de poumon disponible pour la respiration chez chaque patient et ainsi d'établir un volume courant optimal. Ensuite, nous effectuons des mesures de différents niveaux de pipe pour déterminer la pipe optimale pour le patient concerné, qui lui permettra de garder ouvertes les régions auparavant fermées par l'atelectasie. Wir führen Messungen auf unterschiedlichen Piepniveaus durch und erreichen so einen optimalen Piep für den individuellen Patienten, der es ihm ermöglicht, die zuvor verschlossenen atelektatischen Bereiche offen zu halten. En résumé, une respiration artificielle pulmonaire protectrice consiste aussi pour nous à évaluer l'utilité et le risque de la respiration artificielle afin d'ajuster individuellement celle-ci pour chaque patient selon son besoin. À ce titre, 3 aspects nous paraissent déterminants. Un recrutement rapide sur les régions pulmonaires atelectasiées. Un titrage individuel du volume courant à appliquer en fonction de la CRF. Capacité fonctionnelle résiduelle estimée ou Baby Lung et le réglage individuel du niveau de pipe en fonction des mesures pour ce patient. Je vais maintenant vous montrer les procédures qui permettent d'aider à cette protection pulmonaire individualisée lors de la respiration artificielle.
Nous nous trouvons maintenant dans l'unité de soins intensifs. Je vous présente une patiente de 76 ans, atteinte de défaillance multi-organes avec choc septique déclenché par une pneumonie. Tout d'abord, je vais effectuer une intervention de recrutement. Puis, je réglerai à la main les volumes courants de manière individualisée selon les mesures obtenues par les procédures CRF InView et PEEP InView avant de configurer le niveau de PEEP optimal pour cette patiente. Pour commencer, nous avons ici une patiente gravement malade, âgée de 76 ans, et atteinte de défaillance rénale à la suite d'une pneumonie. Cette patiente a besoin de catécholamine et d'une respiration artificielle. Tout d'abord, je vais contrôler les conditions pour la mesure de CRF. Nous voyons que la valeur VCO2 est relativement stable. Nous pouvons en conclure que la mesure doit être fiable. À l'aide de la CRF InView, j'effectue une mesure unique de CRF 50% oxygène, 10% variation, mesure unique. J'appuie sur le bouton vert pour commencer la mesure. On peut voir ici que l'appareil a maintenant modifié la concentration de FiO2, oxygène inspiré de mesure, passant de 50% à 60%. La procédure va alors débuter. Voilà déjà la première mesure qui est représentée par le point vert. Il faut environ 20 à 25 cycles respiratoires avant que la concentration d'oxygène à l'intérieur du poumon ne se stabilise finalement à 60%. Nous obtenons alors la première valeur de CRF. Une fois la première valeur de CRF obtenue, l'application règle à nouveau la fraction inspirée d'O2 à 50% pour effectuer une deuxième mesure de CRF par un nouveau rinçage. La concentration d'oxygène inspirée est maintenant repassée à 50% et la deuxième mesure débutera dans quelques cycles. Voici déjà la première valeur de la deuxième mesure, représentée par le point jaune. De nouveau, il faut 20 à 25 respirations avant que la concentration d'oxygène à l'intérieur du poumon ne se stabilise finalement à la deuxième valeur de consigne. Une CRF de 1351 ml a été mesurée. Pour déterminer si les poumons de la patiente sont recrutables, je vais effectuer une manœuvre de recrutement telle que proposée ici. Pour cela, je retourne sur l'écran principal et j'affiche les courbes de ventilation de la patiente. Notre objectif est d'accroître la valeur de PEEP à 10 cm d'eau. Il est important de procéder par étapes. Aussi, 3 à 5 cycles respiratoires devraient toujours s'écouler après une augmentation du niveau de PEEP. Pendant ce temps, je contrôle si la patiente tolère également cette augmentation de PEEP en termes d'hémodynamique. Währenddessen kontrolliere ich, ob die Patientin seitens ihrer Hämodynamik diese PEEP-Erhöhung auch toleriert. Nous avons démarré avec 19 cm d'eau de PEEP. Notre objectif est donc une PEEP de 29 cm d'eau. Nous voyons maintenant que l'alarme s'est déclenchée. La raison en est que notre pression de crête définie était un peu trop haute pour la valeur d'alarme réglée.
Je réduis à nouveau graduellement la pipe Schrittweise wieder. Auf das Ausgangsniveau. jusqu'à revenir au niveau de départ, en l'occurrence une pipe de 19 cm d'eau. La patiente a bien supporté la manœuvre de recrutement en termes d'hémodynamique. Je retourne maintenant sur CRF InView et je vais effectuer une nouvelle mesure de CRF avec le niveau de pipe de 19 cm d'eau pour voir si la manœuvre de recrutement effectuée a été pertinente. Um zu erkennen, ob auf diesem Niveau ein Recruitment-Manöver sinnvoll durchführbar war. L'appareil modifie la FiO2 de consigne de 50 à 60% et démarre une première mesure. Starten wird. Voici la première valeur de CRF. La concentration d'oxygène à l'inspiration va ensuite être réduite à nouveau de 60% à 50%. La FiO2 est maintenant revenue à 50%, de sorte que la deuxième mesure de CRF va commencer. La CRF est mesurée à 1267 ml. Cette manœuvre de recrutement n'a donc permis aucun recrutement dans le poumon, même en améliorant un peu la compliance. Ce résultat n'est pas surprenant, car la patiente a subi son deuxième choc septique en 6 semaines de soins intensifs, dont 4 semaines sous respiration artificielle. Après cette mesure unique CRF InView, nous allons débuter la procédure d'essai de PIP, PIP InView. Pour cette patiente, avec une PIP de 19, nous allons commencer la mesure décrémentielle de PIP avec une valeur supérieure de PIP à 24 et une valeur de PIP finale située 5 points en dessous de la PIP actuelle, soit en l'occurrence à 14. Nous effectuons 5 mesures avec une durée de stabilisation de 5 minutes avant chaque mesure. Cela va prendre un peu de temps avant que nous puissions observer les résultats de chaque mesure. Wir werden uns die Ergebnisse im Folgenden ansehen können. La mesure PIP InView est maintenant terminée. Nous avons ici notre valeur de PIP de 24 correspondant au point de départ et la PIP de fin de 14 avec 5 mesures espacées d'un palier de 5 minutes. Pour chaque niveau de PIP, la valeur de CRF, de PIP total et de compliance statique sont affichées. Dans la partie supérieure, l'ensemble de ces données est représenté graphiquement. Nous avons vu maintenant comment sont menées les procédures de mesure au chevet du patient. Nous allons maintenant analyser ensemble les résultats. Diese Ergebnisse möchte ich nun mit Ihnen analysieren. La première valeur affichée à l'écran du ventilateur est celle de la capacité résiduelle fonctionnelle. D'un point de vue formel, il s'agit du volume pulmonaire en fin d'expiration, car la ventilation artificielle de cette patiente présente une PIP de 19 cm d'eau. Mon collègue de l'équipe de nuit a réglé le volume courant pour cette patiente à 350 ml. En se basant sur le concept de stress and strain, déjà évoqué, nous allons maintenant déterminer de manière individuelle la valeur de contrainte pulmonaire ou valeur de strain de notre patiente. Celle-ci se calcule en divisant le volume courant appliqué, ici 350 ml, par le volume des poumons en fin d'expiration, soit environ 1350 ml. On obtient ainsi une valeur de 0,25. Si cette valeur était plus élevée, le risque de pneumopathie, acquise sous ventilation, serait, d'après les résultats scientifiques, beaucoup plus élevé.
Après avoir contrôlé ces réglages de base, nous avons effectué une manœuvre de recrutement modéré sur les patients en soins intensifs afin de déterminer s'ils présentaient une capacité de recrutement pulmonaire. Nous avons ensuite appliqué la procédure de mesure PEEP in View. Nous avons effectué celle-ci de manière classique par le biais d'une mesure décrémentielle du PEEP afin d'éviter l'apparition d'atelectasie pendant la mesure. Nous avons démarré avec une pipe de 24 cm d'eau pour finir, après 5 mesures, par une pipe de 14 cm d'eau. Auparavant, nous avons effectué sur notre patiente une manœuvre de recrutement et nous pouvons maintenant lire directement le résultat du recrutement grâce à cette mesure. Avant la manœuvre, nous avons obtenu un volume pulmonaire de fin d'expiration d'environ 1350 ml. Après la procédure, pour une pipe de 19, nous mesurons une CRF d'environ 1620 ml. Nous pouvons donc conclure immédiatement à une réussite du recrutement. Je voudrais maintenant illustrer au moyen des 3 points essentiels comment nous avons pu régler une pipe optimale pour cette patiente. Comme vous pouvez le voir, une augmentation de la pipe de 22 à 24 n'entraîne pas une augmentation sensible du volume pulmonaire de fin d'expiration, mais il provoque en revanche une nette baisse de la compliance. Au contraire, une augmentation de la pipe de 14 à 19 entraîne une augmentation sensible du volume pulmonaire de fin d'expiration et ne provoque pas de modification sensible de la compliance. D'après ces résultats, nous configurons la valeur de pipe adéquate de notre patiente à 19 cm d'eau, car ce niveau, d'une part, assure le meilleur volume pulmonaire en fin d'expiration et d'autre part, ne provoque pas de modification de la compliance. C'est l'utilisation de telles procédures qui nous permettent au quotidien d'assurer une protection pulmonaire pour tous nos patients sous respiration artificielle invasive.